les incendies des écoles m'ont autant choqué que la majorité des personnes et des parents, tout simplement parce qu'on ne se sent pas concerné par ces incendies. Jusqu'à présent, la ministre Verlinden, qui on pourrait très bien supposer que ces incendies ont été faits sous faux drapeau, puisque un an après, avec toutes les caméras de surveillance que nous avons, lorsqu'il s'agit de pourchasser n'importe quel criminel, on sait vite les retrouver en Belgique avec toutes les caméras NPA qu'on a à tous les niveaux. On saurait vite faire, comment dire, le gros jour sur les coupables. Ça fait un an que ces incendies ont été commis et on n'a toujours pas de réponse. J'en ai pas plus que la ministre. Et je ne saurais pas me rendre coupable de quoi que ce soit, tout simplement parce qu'on a essayé de nous faire dire et de nous faire endosser cela, alors que nous étions des parents contestataires de ce programme, ce guide Evras qui a été fait par des ASBL, des associations militantes, sans d'ailleurs l'accord des parents. Il faudrait revenir en arrière sur l'historique déjà, de comment la ministre de l'époque, Marie-Dominique Simonet du groupe CDH, a mis sous couvert, comment dire, sous la pression en fait des plannings laïques, des fédérations laïques de planning familial, a inscrit les VRAS en 2012, alors que nous n'étions pas encore à la 6e réforme de l'État. Il est illégal et il ne respecte pas non plus la neutralité des écoles. Parce qu'il y a une neutralité, mais aussi on doit respecter les parents, comme la Constitution le prévoit à l'article 24, ce qui n'a pas été fait. Donc pendant 10 ans, en fait, les parents ont été laissés dans l'ignorance de ce qui se faisait sur leurs enfants, alors qu'on avait déjà commencé l'éducation sexuelle en maternelle et en primaire. On va y revenir. Juste, j'ai pas très bien compris vos propos sur les incendies. Qu'est-ce que vous insinuez que, justement, le fait qu'on n'ait pas retrouvé les coupables? Moi, je ne sais pas, je ne me sens pas concernée par cela. Et c'est très grave, d'ailleurs. C'est pas les écoles qu'on doit incendier. C'est ce guide, entre guillemets, nauséabond, qui n'a rien à faire dans nos écoles et à l'intérieur de nos écoles. Que la ministre de l'Enseignement fasse son travail, pour lequel elle est payée par nos poches, dans le terme instructionnel, déjà, en termes instructionnels. Ce qui n'est pas le cas. Toutes les écoles n'arrêtent pas de protester en expliquant qu'elles n'y arrivent plus. Pourquoi? Parce qu'elles ont un déficit financier au niveau structurel pour pouvoir assumer les élèves au niveau déjà du B.A.B.A., au niveau des cours instructionnels. Et on sait débourser près de 6 millions. C'est pas ça. C'est tout. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Radia Oulepsir. Je suis née à Paris en 1979. J'ai fait mes études à Agnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, en 92. Puis ensuite, j'ai fait aussi mes études dans le Val d'Oise. À 20 ans, je me suis expatriée en Belgique. Puis j'ai travaillé dans des sociétés multinationales. J'ai fait un parcours à la base électrotechnique et puis des études d'analyste programmeur. Et j'ai aussi écrit un livre, assez pamphlétaire, sur la société, qui fait près de 1200 pages, que j'ai divisé en plusieurs tomes. Et je suis pour la liberté d'expression totale. Aujourd'hui, on voit bien qu'on confisque aux citoyens un maximum de ses droits et on fait de l'inversion. Donc, nous sommes citoyens engagés et citoyennes engagées, des parents, et on est là pour défendre notre intérêt et l'intérêt de nos enfants. Et les seuls éducateurs ici sont d'abord les parents. Et je suis une féministe
mais pas ultra féministe. Contenant relève des parents, pas intégralement, puisque à la base, quand on met nos enfants dans une école, il y a une relation de confiance qui doit se créer entre les parents et les directions d'école. Cette confiance a été rompue, pas de notre côté, elle a été rompue par les manigances et les procédés antidémocratiques qui ont été faits sur nos enfants et désastreux qui ont été faits sur nos enfants. Et aujourd'hui, il s'agit de parler de l'autorité parentale avant de parler du droit de l'enfant avec des lobbies qui veulent faire tout et n'importe quoi sur nos enfants. Et ça, j'essaie de le prouver, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que je fais de la veille sur tous ces acteurs associatifs. Et quand je criais au loup, on ne me croyait pas à l'époque, en 2015. Mais les parents ont pris beaucoup plus conscience de la problématique beaucoup plus tard. Et aussi parce qu'ils n'étaient pas écoutés par les directions d'école, vu que dans le décret mission de 97 qui a été changé, où on avait introduit les brasses, à la base, en 2012, quand il a été introduit, il s'agissait de parler d'adolescents, de secondaire supérieur. Mais doucement, doucement, nous sommes redescendus vers les maternelles et primaires. Et il y a eu des débordements. Le problème, il y a eu des débordements, il y a des enfants qui ont été choqués avec des animations d'éducation sexuelle, parce qu'on veut faire très enjoliveur, c'est de nous enjoliver les choses, en disant c'est du relationnel, de l'affectif, il y a trop de violence contre l'harcèlement. Mais la question sexuelle, on a des bouquins et des supports pédagogiques qui font de l'incitation à la pédophilie et qui sont tamponnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons les vidéos, nous avons les supports, nous avons les déclarations. Et puis en 2016, je me voulais faire des erreurs. On m'a envoyé des catalogues des fédérations pluralistes de pleine ligne. Et là, on faisait l'éloge d'Allemagne, où on incitait donc, on disait, vous pouvez utiliser avec vos manettes d'animation tout le panel de tout ce qu'on vous donne dans la base de données pour déployer cela. Et il y a des peluches en forme de vulve et de pénis. C'est pas pour des ados. Ils rentraient déjà en maternelle. Vous avez le CREA-ASBL, soi-disant le Centre de défense de l'enfance. En fait, on utilise la cause des litiges dits hommes-femmes pour créer une brèche, mais pour faire de la déconstruction identitaire. Vous avez des lobbies LGBT qui s'accaparent de la question. Vous avez plusieurs acteurs associatifs qui convergent, mais depuis le début, les parents ont été mis hors sujet. En 2011, on a invité un parent d'association qui représenterait les fédérations catholiques d'enseignement et une personne de parents d'élèves, dit parents d'élèves, qui représenteraient les fédérations de l'enseignement officiel. Ni les autres parents n'ont été invités. Je veux dire, si vous n'adhérez pas à ces deux associations de parents, de fédérations de parents, entre guillemets, vous l'avez dans le baba. Expliquez-nous pourquoi les associations et les pouvoirs organisateurs scolaires au niveau islamique sont invités. Leur littérature nous pointe du doigt comme des conservateurs. Je refuse ce terme. J'aime bien dire cela. Être conservateur, ça vient de la racine conserve. Une conserve a une date de péremption. Nous ne sommes pas périmés, nous sommes des préservateurs. Nous défendons nos enfants. Oui, il y a des choses à condamner, à faire de la prévention pour nos enfants, contre l'harcèlement, contre les déviances sexuelles, contre la pédophilie, contre l'inceste. Oui, nous ne sommes pas contre. Mais qu'est-ce qui a été fait au préalable? Le problème, c'est que le verre est déjà dans la pomme. Parce que maintenant, on parle de droit sexuel de l'enfant. Un oxymore. L'enfant n'a pas de sexualité. C'est un postulat sociologique et non scientifique, et encore moins pédopsychiatrique. Et il y a beaucoup de choses à dire, et ça, on sait très bien. C'est venu avec les préconisations de l'OMS, avec notamment les plannings familiaux allemands de BZGA,
qui ont fait du lobbying pour, en 2010, parler de la sexualité des Européens. Puis il y a eu un déploiement à travers plusieurs pays d'Europe d'une autre manière. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé en France. Juste une minute, parce que vous dites beaucoup de choses, et j'aimerais bien revenir sur les éléments que vous venez de citer. Notamment le premier, c'est que vous parlez de pédophilie, justement au sein de l'école. Ces animations, pour vous, elles permettent ça? C'est des animations qui ont pour but de pervertir les enfants? Ces animations sont subversives. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas en mesure ni la capacité psychologique d'encaisser ces données. Il y a du support pédagogique, de déconstruction identitaire, sous couvert d'égalité. Les lobbies LGBT, pour expliquer leur spécificité, s'accaparent nos enfants à l'intérieur des écoles pour des enfants que ces personnes ne font pas. Je ne parle pas des homosexuels, je suis très nuancée. Parce qu'il y a des homosexuels dans notre mouvement qui sont sidérés et ils savent très bien qu'après, ils vont être les prochaines victimes de ce débordement des lobbies LGBT. Les lobbies LGBT ne représentent qu'une infime partie finalement des homosexuels. Beaucoup d'homosexuels n'adhèrent pas à leur philosophie agressive. Quand les parents ne sont pas invités autour des questions, il y a un problème aussi bien démocratique, mais je ne sais pas par quoi commencer parce qu'il y a tellement justement de données à vous donner. Ceux qui sont derrière les stratégies concertées de l'EBRAS sont notamment le planning, les fédérations laïques de planning familial, avec le Centre d'action laïque et les lobbies LGBT, ainsi que les lobbies ultra-féministes. Alors, sous couvert d'inégalité homme-femme, on vise à faire de l'égalité. Depuis mai 68, c'est pas pour autant qu'on a toujours une égalité salariale de 30% à un niveau matériel. Mais maintenant, on veut faire de la déconstruction identitaire à un niveau philosophique. EBRAS, c'est un outil de propagande pro-IVG, pour faire dépénaliser totalement l'IVG du code pénal par les ultra-féministes. Les lobbies LGBT se grèvent dans cette brèche-là d'éducation pour soi-disant ouvrir et épanouir à la sexualité de l'enfant plus tard, qu'il n'ait pas des traumatismes plus tard. C'est un postulat sociologique. Allez regarder le travail de Michel Boson et ce qui a été fait en conséquence sur la sexualité des Français. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur plusieurs années et on l'a repris notamment. Il y a des statistiques qui sont faites sur la sexualité et on se base sur cela. Il n'y a rien de scientifique. C'est d'abord sociologique et un postulat. Un enfant n'a pas de sexualité. Un enfant a de la sensorialité. Ça, c'est une chose. Et ça, ce sont des pédopsychiatres qui le disent. Des pédopsychiatres qu'on essaye aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui font la pluie et le beau temps, ce sont les lobbies qui veulent s'accaparer donc l'éducation sexuelle sans l'accord des parents, en nous contournant sous couvert de santé, avec le série ASBL qui n'a rien de spécifique à la santé, puisqu'il y a des anthropologues, tout sauf des pédopsychiatres. Tout sauf des pédopsychiatres. Et vous avez la ministre, Christy Montréal, qui reprend cette étude. Alors, on va nous parler d'homoparentalité, on va nous parler de beaucoup de choses. On va essayer de nous présenter comme des homophobes. Quand, dans la note interfédérale contre l'homophobie et la transphobie, on met l'EBRAS comme un outil à l'intérieur des écoles permettant d'enlever cette homophobie à la racine, on fait de l'intrusion éducationnelle des parents et on montre les parents comme étant défaillants par défaut et comme étant des pressions sociales d'inégalité. Les parents sont devenus des pressions sociales en fait sur leurs enfants. En fait, c'est un rapt parental qu'on est en train de voir sous nos yeux, de l'autorité parentale, mais aussi de notre droit le plus absolu et inaliénable d'éduquer nos enfants. Pour qu'il y ait un partenariat, il faut qu'il y ait déjà consentement de la part des parents. Est-ce qu'on nous a demandé la permission de faire cela? Pour des cours philosophiques, on nous fait signer des documents. Est-ce que oui, vous voulez que votre enfant participe à quel cours de morale, cours de religion israélite, catholique, protestante, islamique? Oui, on nous fait signer un document. Est-ce que nous sommes d'accord ou non? Pourquoi ça n'a pas été fait pour les animations EBRAS? Les plannings sont des associations extérieures à l'école. Les enfants, notamment ados, il faut faire de la prévention, n'est-ce pas? On n'est pas contre. Mais ils se sont créés une niche. On s'est retrouvé avec, en 2012-2013, le protocole
de 2013 avec Marie-Dominique Simonet qui disait qu'il ne s'agissait pas de se substituer aux parents. En 2019, c'est-à-dire 6 ans, ces associations-là ont eu des financements à raison de 300 000 euros annuels, puis ensuite 400 000, 500 000, 600 000, et elles ont commencé à rentrer dans les écoles par rapport à l'autorisation qu'avait donnée la ministre Céline Frémaux. On rentre dans les écoles, ce sont des acteurs externes qu'on fait rentrer dans les écoles sans que les parents ne sachent ce qui se passe. On n'a pas forcément les mêmes conceptions philosophiques. Est-ce qu'on peut respecter la liberté et le choix des parents de mettre leur enfant dans telle ou telle école? Oui ou non? Aujourd'hui, où on en est en 2000? On va faire plus court, si vous voulez bien. Non, mais parce que c'est très condensé. Mais on va vous poser des questions pour justement, mais on va faire les choses un peu dans l'ordre. Tu veux dire quelque chose? Oui, je vais juste reformuler un peu la question parce que j'ai pas bien compris ce qui bougeait concrètement dans les 300 pages du livre. Qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous déplaît là-dedans? Tout. Il y a énormément de choses à dire dans le guide Evras, c'est-à-dire que là, on commence à parler de plaisir et de consentement à des enfants en bas âge. C'est pas pour rien que de l'autre côté, avec le Centre d'action laïque, qui a plaidé dans son mémorandum 2024, mais déjà depuis 2014, que l'école devrait être obligatoire à 3 ans. Pourquoi? Pour s'accaparer le plus tôt possible nos enfants, et ce sont comme de la pâte à modeler, on les modèle comme on a envie, au détriment de ce que veulent faire les parents avec leurs enfants en termes éducationnels. Et là, on rend tout obligatoire. Ça s'est cristallisé en 2019, quand la ministre Caroline Désir est entrée en fonction. Elle a remanipulé le protocole de 2013 et elle a fait l'accord de coopération entre la FOEB, la communauté française et la COCOF. Et là, c'était une manière de ne plus laisser le choix aux parents, sans qu'ils aient... En 2019, ils n'étaient même pas au courant, hein. Mais on faisait déjà de l'éducation sexuelle à leurs enfants en maternelle et primaire. Donc c'est déjà anticonstitutionnel. Mais pour revenir sur le guide Evras, le guide Evras vient de SOS SIDA, qu'on appelle aujourd'hui la SBL-OIS avec Madame Drouzy, et les fédérations laïques de planning familial. Il a été pondu par eux. Il n'y a aucun spécialiste autour de cette table. Ils se sont autoproclamés experts. De plus, Madame Drouzy a fait des déclarations en 2019 dans un journal, ainsi que Madame Caroline Désir, que la labellisation, c'était pour évincer tous ceux qui avaient un discours, c'est-à-dire que nous serions à leurs yeux des rétrogrades, des conservateurs, et tous ceux qui étaient pro-vie, en fait. Et on nous appelle des anti-choix. Les mots ont leur importance. Pour l'instant, l'IVG, c'est bel et bien ceux qui sont pro-IVG, qui ne laissent pas le choix au fœtus de vivre. Nous sommes des humanistes. On ne dit pas que l'IVG n'est pas important dans une certaine mesure, qui était à la base une exception. Mais pour celles qui veulent se faire très féministes, il faudrait leur poser la question, qui cela arrange le plus l'IVG? Est-ce l'homme ou est-ce la femme qui est mise dans un désarroi total? La responsabilité des mesures en se sentant libre de faire ce qu'ils voulaient. Donc l'hédonisme, cette société de liberté qu'on nous vend à tout va, qui n'a plus de repères et plus de limites, il y en a assez parce qu'il faudrait peut-être prendre le taureau par les cornes pour avoir moins d'hypersexualisation, moins de drames parmi la jeunesse, et avoir le courage, par exemple, de s'attaquer au lobby de la pornographie. Puisqu'on a les manettes de l'audiovisuel, on a les manettes de l'Internet. Pourquoi? Parce que la pornographie n'est rien d'autre que de la violence envers la gente féminine, codification des femmes. Et après, on s'étonne des dégâts, des viols et de l'impact que cela a sur le mental de nos enfants. Moi, je voudrais juste savoir, depuis combien de temps vous vous intéressez à l'Evras? 10 ans. J'ai une assez grosse documentation sur tous ces acteurs associatifs. Vous avez lu les 300 pages du guide? J'ai tout lu. Mais je n'avais même pas besoin de le lire. Pourquoi? Parce que je connais déjà l'ADN des personnes qui sont derrière ce guide. Et toutes les personnes qui ont fomenté, là, qu'on appelle pudiquement stratégie concertée, ça ne m'étonne pas ce guide. Pourquoi? Parce que dans leur littérature, on voit bien leurs dérives. Et la labellisation, c'est une manière d'évincer tous les religieux.
tous les religieux, tous ceux qui ont une vision humaniste, qui ont le droit de stabilisation, parce qu'il y avait par exemple des fédérations et des associations catholiques qui faisaient des races en milieu scolaire. Ça les a dérangés. Alors on préfère nous dire, vous êtes homophobe, vous êtes anti-choix. Alors il faut les évincer pour qu'on donne soi-disant une information correcte, fiable, du calme, des LGBT. Et quand dans leur littérature, ils ont fait en sorte de penser déjà à la question du veto parental, il faut voir. Ils ont dit qu'on va les contourner par la porte d'entrée de la santé. Moi, je voudrais juste savoir, ces animations, elles existent depuis 50 ans en Belgique. Faux. C'est vous qui dites, mais je veux dire par là, pourquoi est-ce que soudainement, en 2023, ça pose problème? Alors, les animations dites d'éducation sexuelle existeraient, j'utilise bien le conditionnel depuis 50 ans, c'est faux. L'éducation sexuelle se faisait, premièrement, à des adolescents d'environ 15 ans, 16 ans, et c'était beaucoup plus approprié, n'est-ce pas? Nous avions des cours de biologie quand nous avions à peu près 12 ans, 13 ans, cours de biologie sur l'anatomie et la reproduction, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui a existé pendant, je dirais, près de 40 ans. Avec des plannings à l'extérieur et les ados qui allaient pour voir parler de leurs problèmes, d'accord? Et de la civilisation. Ça, pour moi, c'est nickel chrome. Là où on va vraiment dans le mur, c'est qu'on a changé. Les vrais, c'est quoi? C'est les plannings maintenant qui rentrent dans les écoles, sans autorisation parentale, l'école qui trahit les parents, les lobbies LGBT qui s'accaparent la question des races qui rentrent dans les écoles, les ultra-féministes qui veulent défendre leur position militante pro-IVG qui rentrent dans les écoles et qui font de l'endoctrinement sur nos enfants sans l'autorisation parentale. Vous voyez? Et on va dire, sous couvert de santé et de non-inégalité. Et tout ça, nous, en tant que parents, nous sommes des pions. On n'a pas notre mot à dire. C'est comme ça, et il suffirait de faire un décret et vous dire que c'est comme ça. Je reviens sur le décret de 2013 qui, lui, laissait une liberté aux écoles, aux directions d'école, de mettre en place les VRAS. Les VRAS, ce n'est pas la formule d'éducation sexuelle préalable qu'il y avait. On a passé un gros cap en 2012, mais avec le contenu qui est une bombe atomique, c'est-à-dire de convergence de plusieurs associations, de lobbies, qui mettaient la pression sur les politiques. Vous aviez Nicolas Menskart, des fédérations laïques de planning familial, qui mettait la pression à Madame Dominique Simonet pour dire qu'il fallait impérativement qu'ils arrivent à s'imposer à l'intérieur de toutes les écoles. Ils ont fait une cartographie dans toutes les écoles de toutes les animations d'éducation sexuelle qui ont été faites sur nos enfants. De quel droit? Et tout le temps, ils disent, oui, mais 20% n'auront pas d'éducation sexuelle. Ce sont des gens à risque parce qu'ils sont dans le professionnel et dans le technique. Et les jeunes qui ont des cours dans le domaine général sont bien plus avisés. Depuis 2014, depuis 2012, ils sont toujours à du 20%. Par contre, les budgets ont explosé. On est à du 6 millions aujourd'hui. Mais juste, vous pensez que, parce que ces animations, elles ont aussi un but de prévention, de santé publique, justement de sensibiliser les jeunes sur leurs droits, sur le consentement. Est-ce que vous pensez que ces questions-là, on peut les aborder à l'école? Oui, on peut les aborder à l'école, à l'adolescence, à partir de 14-15 ans. Oui. Oui. Mais pour lutter contre les incestes, contre la pédophilie. Alors il aurait déjà fallu, comment il aurait fallu? Dans un premier temps, il aurait déjà fallu concerter les parents. Le problème, c'est que premièrement, il n'y a aucune donnée, aucune data en Belgique. On se base sur les dites data en France. Carl Zéro, quand ça nous arrange, c'est un complotiste, quand ça ne nous arrange pas, on prend ses chiffres. C'est pas moi qui le dis. La code.be, c'est une ONG spécialisée dans l'enfance. Il n'y a aucune data statistique. Et on a eu des personnes du Centre d'action laïque, telles que Sylvie Losberg, qui disait 2 à 3 enfants par classe sont incestés. C'est-à-dire que nous, en tant que parents, pour pouvoir faire passer les races à leur sauce, on est insulté par défaut comme étant tous potentiellement des incestueux. C'est-à-dire que, supposons que nous ayons une école de 200 élèves, on est 20 classes.
4 à 5 enfants, soi-disant incestueux, c'est gros comme jamais, hein. 5 enfants, donc qui auraient 2 parents logiquement, donc 2 parents, il y a 10 parents incestueux par classe, faites le total par école, et faites multiplier par toutes les écoles de Bruxelles, pas que de la Belgique. On est combien d'incestueux ici en Belgique? Tout ça pour faire du forcing. Il n'y a aucune data. Je les mets tous au défi de venir nous donner des datas. Il y a Sur une... le nombre de victimes Oui, on ne dit en pas que France, ça on parle de n'existe. 160 000 enfants. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas la même sociologie en Belgique. On n'a pas non plus les mêmes rapports. C'est comme si vous me parliez de 10% en France, ça représenterait une certaine, ou 5%. Vous voulez dire que c'est pas utile en fait? Non, je ne dis pas que ce n'est pas utile. Il faut de l'exactitude, il faut de la probité intellectuelle, il faut de l'argumentation, mais avant tout, il faut un débat démocratique qui n'a jamais eu lieu pendant 10 ans et auprès des familles qui n'ont... On a fait ça dans le dos des familles. Et vous voulez nous parler de confiance? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut reprendre justement sur les événements? C'est-à-dire, le 7 septembre, il y a ce fameux vote. Comment... Restituez-moi en fait ces moments-là. Comment vous mobilisez? Quel rôle vous jouez quand vous voyez que justement cette question-là va être votée au Parlement fédéral? Depuis des années, on a essayé de solliciter les politiques. C'est pas d'aujourd'hui que j'essaye de solliciter. J'ai vu Madame Céline Frémaux en 2019, quand ils étaient encore en campagne, j'ai parlé avec tous les acteurs politiques qui étaient là, à la place d'Aïe à Scarbeck. À l'époque, j'ai même des vidéos où je filmais, où je disais, j'informais déjà depuis 2015. Mais ils ont tous fait la sourde oreille. Ces politiques ont tous, hormis un qui m'a reçu en 2023. C'était le président du Parlement bruxellois qui m'a reçu au Parlement pour entendre nos doléances. Nous avons posé sur la table la documentation et il était effaré, il avait interpellé tous les députés. Comment vous pouvez voter pour ça? Comment vous pouvez voter pour ça? Puis ensuite, on a essayé de le lyncher médiatiquement parce qu'il a pris une position, notamment par rapport au génocide à Gaza. Et notamment, c'est surtout aussi par rapport à l'Evras. Pourquoi? Parce qu'il nous a reçus. Et ensuite, une responsable à l'intérieur du Parlement, sous l'appel de Mme Caroline Désir, lui a dit, parce que Mme Caroline Désir, on lui a dit, mais pourquoi vous avez reçu moi? J'ai rencontré Mme Caroline Désir le 11 février 2024 aussi. Je voudrais juste revenir sur la date du 7 septembre, parce qu'elle est assez importante. À ce moment-là, justement, il y a le vote à l'Assemblée fédérale. On ne semble pas mesurer, on ne semble pas voir qu'il y ait une contestation, en tout cas sur l'idée de race. Les députés sont surpris de voir qu'il y a des manifestants devant. Expliquez-nous, vous étiez devant le Parlement ce jour-là? Moi, ce jour-là, j'étais devant le Parlement bruxellois. D'autres étaient devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Moi, pourquoi j'étais devant le Parlement bruxellois, même si nous étions peu? J'ai rentré officiellement ma demande de manifestation, alors que l'endroit dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un endroit neutre où on n'a pas forcément d'autorisation pour aller manifester. C'est un endroit où on est censé circuler, où on ne peut pas faire des manifestations. On sait y venir, mais il n'y a pas d'autorisation spécifique à avoir. Donc moi, par sécurité, j'ai été au courant et au fait que d'autres mobilisaient. Moi, de mon côté, j'ai rentré les choses officiellement. Je m'étais dit que si ça dégénérait, officiellement, de l'autre côté, il y a des choses qui sont faites. Et puis même les policiers m'ont dit, mais vous ne voulez pas aller les rejoindre là-bas? Peut-être que vous pourriez les influencer. Je dis, mais au nom de quoi? Parce que je ne connaissais pas tous ces parents. Plein d'autres parents se sont mobilisés, ils savaient ce qui se passait. Mais nos politiques n'ont pas voulu nous entendre pendant 10 ans, je veux dire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand les parents allaient allaient se plaindre auprès des directions d'école, qu'est-ce qu'on leur répondait? Madame, monsieur, c'est comme ça fait partie des missions d'école. C'est comme ça, vous avez mis votre enfant, c'est comme ça. On ne cherchait pas à les entendre, à les écouter. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de débat démocratique autour de ces questions sociétales qui quand même concernent nos enfants. Donc tout le monde se met autour de la table, sauf les parents. Et on estime ça totalement démocratique. Pourquoi? Parce qu'on est vu par défaut comme étant le problème. Et dans leur littérature, s'ils disent que comment contourner le problème du veto parental, dans leur propre littérature, c'est qu'ils voient bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils voient bien que c'est illégal ce qu'ils sont en train de faire. Et pendant 10 ans, ils ont travaillé catimini pour essayer de rendre légales les choses, en contournant les parents. Et alors, quel rôle vous jouez dans cette mobilisation? Moi, je me mobilise. Après, tous ceux qui veulent m'écouter et me suivre, tant mieux. Mais je veux dire, moi, mon rôle, manifestation, que j'ai introduit mes manifestations, pour moi, ce ne sont pas des manifestations, de mon point de vue, revendicatives. Je ne revendique rien parce que je suis la plus légitime
en tant que parent. Pour moi, ce sont des manifestations d'information aux autres familles, pour bien leur expliquer ce qui se passe. Je ne suis pas dans un process de revendication à ce gouvernement qui n'est pas un gouvernement. Ils sont, soi-disant, nos représentants. Les vrais patrons, c'est nous en tant que citoyens. Oui, c'est ça être souverain. Mais ils l'ont oublié, et beaucoup de citoyens. C'est vernis, vous y prenez comment? J'essayais en fait, on m'a fait tellement de mauvaise publicité que c'est quelque part par rapport aux médias contestataires qui ont voulu me montrer du doigt comme étant une extrémiste ou complotiste, ils ont fait ma pub. Et les gens sont venus plus naturellement vers moi par la suite. Il n'y avait pas de réseau, comme ils l'ont dit, comme ils ont menti. Il y avait 0 réseau. C'était des parents qui étaient déjà fâchés parce qu'ils voyaient ce qui se passait dans les écoles, sauf qu'on essayait de taire cela, et puis on a convergé, chacun a mobilisé les gens qu'il pouvait de son côté, et ça a créé la marée de gens qu'on a vu le 7 septembre. Et qui étaient vos alliés, justement? À la base, on n'en avait pas. J'étais depuis 2015 toujours à manifester quasiment seule. Nous étions 2, 3, je faisais des mosquées, j'essayais d'expliquer à beaucoup mais on ne me comprenait pas. Je voyais venir la vague. Ce que nous vivons ici, je le voyais déjà depuis 2015. Et qu'est-ce qui a fait? Ça a pris tout seul, je ne sais pas. Bon, pour les croyants que nous sommes. À partir de quel moment vous avez compris que ça prenait? Le 17, quand j'ai vu toute la foule. On était près de 2000-2500. Là, j'ai dit, je ne suis pas seule. Et ça m'a réconforté parce que je me dis, je ne suis pas dingue. Et il y en a qui ont compris l'ampleur. Il y a beaucoup de gens qui sont venus par la suite me voir et m'ont donné leur témoignage. Pas plus tard qu'il y a près de la dernière manifestation que j'ai faite, c'était au 24, on était très peu, une bonne vingtaine, trentaine, pas plus. Mais j'ai fait mon texte pour bien expliquer les retors du problème, pour que ceux qui verront plus tard la vidéo comprennent de quoi il s'agit. Il venait de se faire violer par 2 autres enfants, de son âge plus ou moins. Il y a des supports pédagogiques. Les enfants n'ont pas la maturité pour aborder ces supports. Des supports très dangereux. Le pire, c'est quoi? Qu'ils sont tamponnés par les fédérations de droits de l'homme. Vous cautionnez le fait qu'on parle de plaisir pour une fille de 3-4 ans avec des images, du support pédagogique, des éditions nez à nez. Par exemple, Éléphantine découvre sa Lisette, et Reynardo son zizi. Tamponné et reconnu par Caroline Désir. On la voit photographier avec eux, et en même temps, la base de données des fédérations et de la FOIB, du ministère, dans la base de données de Evras. On est où? On parle de masturbation à la petite. Et donc, tous ces arguments-là, je veux dire, vous les partagez avec d'autres, c'est-à-dire ces inquiétudes? Moi, tout ce que je dis, c'est factuel, je sais tout prouver. Parce que le 17 septembre, vous parlez du 17 septembre à l'instant, à vos côtés sur l'estrade, il y a quand même Anna Escada, Oui. il y a Daniel De Wolf, il y a vous, enfin, il y a aussi... J'étais l'organisatrice, mais le 7 septembre, c'est-à-dire 10 jours avant, c'est la RTB en fait, qui a fait la pub, parce qu'on ne se connaissait pas. Mais quand elle a fait le mauvais article sur nous, on a dit, il y a cette personne, c'est comme ça, on ne se connaissait pas. On ne s'est connus pas après. On ne se connaissait pas. Moi, j'ai jamais vu Anna Escada. J'entendais parler de lui, je veux dire, voilà, sans plus. Mais j'ai ni son téléphone, je ne le connais pas. Pas plus que cela. Ce jour-là, il était là. Il s'est invité à la manifestation. Bah ouais, comme tout le monde, les parents sont tous venus. Est-ce que vous avez été surprise par cette mobilisation, par cet élan qu'il y a eu ce jour-là? Bah, j'ai été très contente en fait. Moi j'ai 10 petits-enfants, Les enfants ils vont à l'école pour apprendre à lire et écrire. L'éducation des enfants, on laisse aux parents, aux grands-parents. L'éducation pour apprendre à lire et
là.